Bonsoir tout le monde. Je veux vous remercier d'être là. Alors, bienvenue au webinaire La rééducation périnéale et pelvienne au Québec d'hier à aujourd'hui. On va commencer juste par se présenter. Moi et Marie-Christine, en fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Stéphanie Thibault-Gagnon. Je suis physiothérapeute en rééducation périnéale depuis maintenant environ 15 ans. Et puis, je pratique à Montréal, à la clinique Rosemont et aussi dans Hochelaga Maisonneuve, à la clinique homothérapie. Puis, je m'implique aussi en recherche. Donc, j'ai obtenu mon doctorat en 2019 de l'Université Queen's à Kingston et je faisais de la recherche en fait sur la vulvodynie et les dysfonctions musculaires du plancher pelvien chez les femmes avec vulvodynie. Donc, ça, c'est juste pour me présenter rapidement moi. Et puis, je vais laisser ma collègue Marie-Christine se présenter. Bonjour tout le monde, super content d'être là. Un peu stressée, je vous avoue, mais vraiment excitée, c'est positif. Marie-Christine Tranche, physio depuis 2011, donc ça va faire bientôt 11 ans que je pratique la rééducation périnéale. Donc dès le début, j'ai eu la piqûre. J'ai un peu collaboré aussi avec Chantal et Mélanie sur des projets de recherche comme clinicienne, donc c'était une belle expérience aussi. Puis, ben voilà, je fais que de la rééducation périnéale depuis tout ce temps. Alors, on voulait juste prendre quelques minutes pour se présenter, mais vraiment, ce qui est important ce soir, ça va être plus de vous présenter nos fabuleuses invités. Alors, en premier lieu, je veux juste vous expliquer un peu d'où est venue l'idée du webinaire de ce soir. Alors, pourquoi un webinaire sur la rééducation périnéale et pelvienne au Québec d'hier à aujourd'hui? En fait, ça vient d'une conversation entre moi et Marie-Christine, qu'on appelle des fois des conversations, des coffee talk, même si on n'avait pas de café au moment où on discutait. Et puis, c'était une conversation sur vraiment l'évolution de la rééducation périnéale au Québec depuis les années. Et puis, on parlait vraiment des personnes, en fait, qu'on croyait qui avaient pavé le chemin pour toutes celles et ceux qui pratiquent aujourd'hui au Québec. Alors, on parlait de les invités qu'on a avec nous ce soir. Donc, on a vraiment lancé une invitation. On leur a demandé s'ils voulaient se joindre à nous pour pouvoir échanger avec nous, parler vraiment de leur parcours, de leur début à aujourd'hui, puis nous partager aussi leur espoir futur pour le champ de pratique au Québec. Alors, on est vraiment chanceuses et vraiment excitées d'avoir avec nous ce soir les invités qu'on va vous présenter dans un moment. Et ce sont vraiment des femmes exceptionnelles. Elles sont cliniciennes, chercheuses, entrepreneurs, mères de famille. C'est vraiment des sommités dans leur domaine, puis on les admire énormément. Alors, sans plus tarder, on va vous les présenter. Alors, pour commencer, on a Claudia Brown. Et Claudia a débuté la rééducation pelvipérinéale en 1989 à la clinique de physiothérapie Concorde à Laval. Et elle a ensuite pratiqué à la clinique de physiothérapie Polyclinique Cabrini, qui était sa clinique pendant plus de 30 ans. Elle pratique toujours à Laval, à sa clinique, et puis elle enseigne à la faculté de médecine de l'Université McGill et aussi via Physiothérapie Urosanté, qui offre des cours et des formations continues aux physiothérapeutes à travers le Canada. Elle a participé à plusieurs projets de recherche, a écrit plusieurs articles et chapitres sur le sujet de la rééducation périnéale et elle a présenté et enseigné dans plusieurs pays du monde. Et je dois ajouter aussi que Claudia, en fait, ça a été ma première mentor, alors je suis vraiment contente de la voir ce soir. J'ai mentionné tantôt aux invités qu'il fallait que je fasse attention parce que je suis vraiment émue, donc je ne veux pas verser trop de larmes ce soir. C'était un événement vraiment joyeux, mais en tout cas, si j'en verse une coupe, c'est correct. Puis c'est ça, Claudia, elle m'a vraiment inspirée dans le fond par sa passion puis ses enseignements exceptionnels. Elle m'a juste donné la piqûre pour la pratique et c'est vraiment grâce à elle que je fais ce que j'aime faire et je fais ce que je fais aujourd'hui. Alors, merci Claudia d'être avec nous. Merci beaucoup, Stéphanie, de cette présentation. Bon, ben, c'est à mon tour d'être émue parce que je vais vous présenter Chantal, qui, moi, a été, pour moi, la première porte d'entrée sur la rééducation périnéale. Puis, Chantal, je dois te dire, c'est vraiment ta passion qui m'a donné envie d'aller explorer la rééducation périnéale. Donc, merci de la partager. Puis, j'espère que tu vas nous la partager encore. Donc, Chantal est professeure titulaire à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Elle dirige le programme postgradué de réadaptation du plancher pelvien et en même temps,
Elle est chercheure et titulaire de la chaire de recherche du Canada en santé urogynécologique et vieillissement au CRIUGM. Et en fait, c'est une physiothérapeute en exercice, donc elle combine la recherche, la pratique pour justement... bref, j'en perds mes mots. Chantal, ça me déstabilise. Voilà. Et donc, ça me fait très plaisir de vous avoir toutes aujourd'hui. Et je vais enchaîner avec notre prochaine invitée qui est Marie-Josée Laure. Elle est physiothérapeute clinicienne en santé pelvienne depuis plus de 30 ans dans l'ouest de l'île de Montréal, étant maintenant propriétaire du Finatec Centre de santé pelvienne. Elle est copropriétaire avec Claudia de Physio Urosanté qui offre, comme je disais tout à l'heure, des formations en santé pelvienne à travers le Canada. Puis au cours des années, elle a été enseignante adjointe à l'Université McGill pour le cours de physiothérapie en santé pelvienne. Marie-Josée a été impliquée au sein de la division de la santé des femmes de l'Association canadienne de la physiothérapie. Elle a été présidente de la division de 2014 à 2016. Et en 2009, elle a reçu le prestigieux prix de mentorat de l'Association canadienne de la physiothérapie pour sa contribution dans ce domaine de la physiothérapie. Alors vraiment, merci d'être avec nous, Marie-Josée. Merci beaucoup de l'invitation, ça me fait plaisir. C'est à mon tour de vous présenter Mélanie Morin, qui est une physiothérapeute de formation, professeure titulaire à l'École de réadaptation, chercheur au Centre de recherche du CHUS et directrice du laboratoire de recherche en urogynécologie. Ses intérêts cliniques et de recherche portent principalement sur la rééducation périnéale et pelvienne. Elle détient notamment une expertise reconnue en douleurs pelviennes chroniques et en troubles du plan pelvien. Et de ce fait, elle a mené plusieurs essais cliniques sur différents traitements conservateurs pour ces conditions. Puis j'ai eu la chance d'y participer aussi. Donc ça a été également un honneur de te rencontrer à ce moment-là, Mélanie. Ça a beaucoup contribué à ma pratique d'ailleurs. Et elle a siégé donc sur différents comités internationaux. Je les nommerai pas tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Tu as une belle bio. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation et l'organisation de cette soirée. C'est vraiment très intéressant. Merci. Et je termine avec Louise, qui est une physio graduée. Louise Perrin, mon Dieu, il faut que je te nomme au complet. Physio graduée de McGill en 1986 et tout pointait vers une carrière en réadaptation en neurologie. Et donc, Louise a travaillé 6 ans en réadaptation, puis ensuite a fait des cours en rééducation périnéale et pelvienne. De retour à McGill en l'an 2000 pour une maîtrise en sciences avec un projet en... mon Dieu, je perds mes mots, les gens. Je suis désolée. Donc, je m'excuse. Oui, ça travailler. Vous me stressez. Je suis intimidée par vous, mais c'est une bonne chose. C'est moi qui va pleurer finalement, Steph en premier. Donc, c'est ça. Louise a fait ses cours en rééducation périnéale et pelvienne. Elle a ouvert son bureau comme travailleur autonome en 1994 en rééducation périnéale. De retour à McGill en 2000, ce que je disais, pour une maîtrise en sciences avec un projet en incontinence chez les femmes âgées. Et elle est impliquée à l'OPPQ pour plusieurs dossiers et organise un symposium en rééducation périnéale en 2013. Je me rappelle y avoir assisté. Et maintenant, elle est rendue dans les Laurentides. Donc, tu as enrichi cette belle région du Québec. Merci d'être avec nous et désolée d'avoir cafouillé un petit peu. Non, merci beaucoup les filles, c'est gentil. Alors, moi, je trouve qu'on a vraiment bien fait ça parce qu'il est 7h10 puis on a été capable de nommer en fait les bios de toutes ces femmes exceptionnelles. C'était pas facile en si peu de temps, donc je trouve qu'on a vraiment bien fait ça. Donc là, on va vraiment commencer avec les questions. On a des questions qu'on a préparées pour nos invités, des questions que vraiment on avait envie de leur poser pour pouvoir enrichir le webinaire et d'avoir vraiment... de les entendre nous parler de leur expérience. On va commencer avec nos questions. On n'ouvre pas vraiment tout de suite les questions au public. Si jamais à la fin du webinaire, il nous reste encore du temps, à ce moment-là, on va ouvrir les questions au public, mais on va essayer vraiment de passer à travers les questions que nous avons préparées aujourd'hui.
Alors, notre première question à tous nos invités, en fait, c'est que, on sait que vous êtes vraiment passionnés là, par ce domaine-là. En fait, c'est vraiment votre passion qui nous a donné à nous aussi notre passion. Et puis, on a envie de savoir, en fait, c'est quoi qui vous a attiré au tout début vers le champ de pratique de la rééducation pelvique périnéale? Y a-t-il quelqu'un qui veut commencer? Ben, moi, peut-être. OK. Je dirais que, moi, j'ai eu une présentation de Marie-Josée, j'étais en centre de réadaptation, et puis c'est là que ça s'est passé. Et moi, je dis souvent en blague il y en a qui ont eu l'appel du bon Dieu, mais moi, j'ai eu l'appel du Périnée. Alors, c'était peut-être parce que je m'appelle Perrin, alors c'était plus facile, mais ça venait toucher, des problématiques gynécologiques que j'avais et tout ça, puis beaucoup de questions à avoir posées à plein de docteurs, et que là, tout d'un coup, je me disais, il y a un domaine en physiothérapie où est-ce qu'on peut aller explorer ça. Tout est à faire. On va travailler avec des femmes, essayer de leur donner des solutions, des trucs, du traitement, du bien-être. Alors moi, c'est venu me chercher direct dans les tripes. Alors voilà. Merci, Louise. Claudia, oui? Oui, je peux aller. Moi, c'est arrivé vraiment par pur hasard. Moi, j'étais chef physio à Laval, à la physiothérapie Concorde à Laval. Et il y avait un événement dans la polyclinique. Et dans cet événement, on rencontrait les médecins et tout. Et moi, je suis allée voir un médecin en croyant que c'est un médecin général qui pourrait nous envoyer des patients avec des problèmes de dos. Puis c'était Dr. Benoît Gartin, puis il était urologue. Donc, il dit, mon nom, c'est Dr. Gartin, je suis urologue. Donc, j'ai dit, bon, si vous blessez le dos, venez nous voir. Mais là, à place, il a dit, mais je viens de faire ma résidence en France. Puis en France, les kinésithérapeutes font la rééducation périnéale pour les problèmes d'incontinence chez la femme. J'ai dit, oui. Et là, on a parlé pendant longtemps parce que lui, il m'a parlé du biofeedback, de les exercices, l'éducation. J'ai dit, mais on est capable de faire tout ça. Donc, après ça, je suis allée le lundi voir mes collègues. Alors, moi, j'étais chef physio. J'avais 8 physios qui travaillaient avec moi. Et j'ai dit, les filles, écoute ça, nous allons être les pionnières dans une nouvelle domaine. On va commencer à traiter l'incontinence urinaire chez la femme. C'est pas pour moi, parce que moi, je vais faire la médecine sportive, mais vous allez sûrement être intéressés. Et ils ont dit une expression québécoise, wesh. Et là, j'ai dû convaincre une fille, elle a dit oui, mais finalement, elle est tombée enceinte et elle était obligée de partir. Mais rendu là, on a déjà démarré la chose. Donc, j'ai dit, OK, je vais le faire. Alors, j'ai commencé à faire les traitements et les femmes m'apportaient des ballons. Les femmes pleuraient. Vous avez changé ma vie. Alors là, j'étais tellement étonnée par les résultats et tellement emballée et par le domaine qui était intéressant que là, j'ai eu la passion puis j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Ça c'était en 89, je pense. Ouais. Wow! C'est tellement intéressant de vous entendre parler de vos débuts. Puis moi, j'ai aimé l'histoire de Claudia, en fait, de vous deux, mais j'ai trouvé que c'était particulier qu'en fait, c'est un médecin qui était venu te parler la première fois. C'est à travers, en fait, l'information d'un médecin. Aujourd'hui, on parle beaucoup de comment on veut aussi parler aux médecins puis leur dire qu'est-ce qu'on fait, mais ça a comme débuté finalement avec le feedback, en fait, d'un médecin qui, lui, s'était informé de ce qui se passait dans la France. Que c'est vraiment bien. Merci. Tu voudrais continuer? Oui. Chantal? Ben, moi, je vais faire du pouce sur ce que Claudia a dit un petit peu parce que moi, c'est aussi un concours de circonstances. Moi, j'ai fait mon cours à McGill, puis à ce moment-là, à McGill, il n'y avait pas Claudia, fait qu'il n'y avait pas grand-chose au niveau du plancher pelvien puis de la rééducation. Moi, je m'en allais directement à Sainte-Justine pour aller travailler en pédiatrie. Puis en pédiatrie, à ce moment-là, il n'y avait personne en obstétrique. Fait que la petite nouvelle, ils l'ont mis en obstétrique. Puis en obstétrique, à Sainte-Justine, il y avait beaucoup de résidents français. Puis les résidents français, de la même façon que Claudia disait, les résidents français, ils m'écrivaient des prescriptions de rééducation périnéale. J'avais aucune idée de ce que c'était. Fait que je me suis informée par curiosité, puis c'est même là que j'ai décidé là, d'en faire ma maîtrise pour pouvoir faire des traitements en postnatal chez les femmes. Là, ça a été mon premier essai clinique randomisé. Puis là, j'ai aimé ça. Puis c'est comme ça que ça a continué. Là. Tu sais,
le fait de faire du bien aux femmes, de voir que vraiment il y avait des bons résultats rapidement, puis ben aussi de défricher un nouveau domaine, de faire des publications dans un domaine où il n'y avait pas grand-chose, c'était vraiment passionnant. Mais à la base, c'est un concours de circonstances. Wow! C'était en quelle année, ça, Chantal? Ben, moi, j'ai commencé ma maîtrise en 91, puis j'ai terminé en 94. Fait que c'est un petit peu après là, Claudia et Marie-Josée là, que j'ai commencé dans ce domaine-là. Super, merci. Marie-Josée, tu l'as enchaîné? Ben oui, ben c'est drôle parce que moi aussi, je vais probablement vous dire à peu près la même chose. Quand j'ai fini mon cours à McGill, je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose en santé de la femme, mais j'avais aucune idée quoi faire. Puis quand j'ai commencé à travailler en clinique privée, j'avais mon bureau dans une certaine partie de la clinique et Patricia Girard, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, qui était présidente de l'ordre, qui n'était pas l'ordre dans ce temps-là, mais ça s'appelait, je me souviens plus comment, là, mais était la personne qui, ça faisait longtemps que Patricia était à la tête de notre organisation de physio et elle m'accroche dans le corridor une fois et elle dit « Marie-Josée, il faudrait que tu fasses un cours en rééducation périnéale parce qu'en France, c'est super important. Ils font ça, puis il faut vraiment qu'il y ait des physios qui se lancent là-dedans. » Et là, j'étais là, ben voyons, OK. Moi, j'avais commencé mon cours d'ostéo parce que je voulais faire des techniques internes, mais il n'y en avait pas en physio. Fait que c'est comme ça que Patricia m'a fait regarder qu'est-ce qui s'en venait en physio et on a eu l'opportunité d'avoir Marcel Coffrier, qui est belge, qui est venu nous donner une formation que Chantal et Claudia étaient présentes, où j'étais là. Mm-hmm. Et c'est comme ça que Patricia m'a comme coachée à continuer. Puis c'était une de mes premières patientes. Elle a dit, tu vas venir pratiquer sur moi. Et puis, à ce moment-là, la présidente de l'ordre était présidente, mais devait travailler aussi, parce que j'imagine que le poste était peut-être pas aussi exigeant qu'il est maintenant. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai continué mon cours d'ostéo sans faire mon DO pour être capable d'aller chercher des techniques internes en me demandant lequel des deux je pratiquerais en premier, en physio en interne ou en ostéo en interne. Alors, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir choisi la physio, comme on peut, mais c'est comme ça que j'ai eu la passion, puis j'ai toujours continué et je continue toujours. J'adore toujours ça. Wow! Alors, je peux peut-être enchaîner. Moi, toutes ces femmes, comme toi tantôt, Stéphanie, tu disais qu'elles t'avaient inspiré. Ben moi, ça a été la même chose là. Donc, j'ai suivi un peu plus par après. Puis, ça a été un des cours de Chantal Dumoulin qui enseignait à l'Université de Montréal. Une introduction à la rééducation périnéale, puis je me suis dit, c'est bien donc fantastique, et j'étais allée voir Chantal, puis j'ai demandé, vous cherchez pas une étudiante d'été, et c'est comme ça que j'ai commencé, et en recherche, et en rééducation périnéale, parce que j'avais eu la chance d'avoir ces grandes femmes qui avaient un peu défriché avant moi là, le parcours, fait que j'ai pu bénéficier de leur passion qui était déjà présente. Super! Moi, je veux rajouter quelque chose. Je trouve ça vraiment chouette, l'idée pas l'idée, mais le concept de concours de circonstances, parce que moi, je sais qu'à la maîtrise, on avait un cours option, puis tout le monde dans la cohorte voulait faire justement traumatologie sportive, puis évidemment, il y avait un nombre de places limité. Puis c'est justement, je me suis rappelé de mon premier cours, ma première année de physio, où on parlait de toutes les différentes techniques ou approches qu'on peut faire en physio, puis je me suis dit, je vais aller voir c'est quoi justement que je peux apprendre comme passion ou comme quel savoir-être je peux apprendre d'une personne passionnée qui enseignait ce cours-là à l'époque d'incontinence urinaire. Donc, je trouve ça le fun parce que je me sens interpellée par ce que vous dites. C'est vrai, j'ai comme pas pensé que nous aussi, on pouvait partager d'où ça venait, tu sais. Je me suis dit, nos invités vont le faire, mais moi, ça a vraiment été... moi, j'étais en lignée plus pour de la pédiatrie, un peu comme Chantal. En fait, j'avais aucune idée que la rééducation périnale existait jusqu'à ma dernière année de mon programme à McGill. Je savais que je voulais une niche en physiothérapie, je savais que je voulais me spécialiser. Finalement, j'ai fait mon stage en pédiatrie, j'ai aimé ça, mais j'avais pas eu la piqûre. Puis quand j'ai vu Claudia arriver dans le cours de McGill,
puis de nous parler de la rééducation périnale, c'est comme, tu sais, l'image, c'est vraiment, je suis tombée en bas de ma chaise. Puis je pense que je me suis vraiment organisée. On n'avait pas le droit de demander. Je ne dis pas à personne, mais on n'avait pas techniquement le droit de demander de faire un stage à quelque part de spécifique. Mais je me suis organisée pour faire mon stage chez toi. Fait que ça s'est passé comme ça. Je me suis organisée à avoir 100% sur mes examens pour qu'elle pense que je sois bonne puis qu'elle m'engage par la suite. Mais c'était vraiment juste la piqûre. Puis je pense que j'étais la seule, en fait, de ma cohorte à McGill qui, à l'époque, était vraiment mon premier cours, en fait, avec c'était pas Eurosanté à ce moment-là, mais mon premier cours, dans le fond, c'était le week-end après ma graduation. On a terminé les cours le week-end suivant. J'étais dans le premier cours avec Claudia, mais c'était vraiment un coup de foudre, là, en fait, pour le domaine. Fait on va continuer avec les prochaines questions, mais j'ai vraiment trouvé ça fabuleux d'avoir votre histoire de vos débuts là, de tout le monde. Alors, notre prochaine question, en fait, on a parlé des débuts, mais là, on aimerait ça savoir, en fait, c'est quoi les plus grands défis que vous aviez, en fait, eu durant votre parcours, vraiment dans le domaine de la rééducation périnale. Je sais que c'est très large, mais peut-être que vous avez certaines choses qui vous viennent en tête là, par rapport à ça. Je peux commencer. Moi, je pense que le plus gros défi dans les débuts, dans les premières années, a été de faire connaître la rééducation. Malgré le fait que Claudia a parlé qu'elle a eu un neurologue qui lui en a parlé, c'était pas commun. On essayait d'en parler aux médecins, ils nous référaient pas beaucoup parce que justement, c'était pas un domaine qui était très connu au Québec, autant des patients que des médecins. Alors, je pense que le plus difficile a été de faire l'approche aux médecins, que ça soit spécialiste ou que ça soit généraliste. Et ensuite, pour que les femmes comprennent que c'était quelque chose qui était important dans leur santé, de parler de la santé pelvienne. Moi, je trouve que ça a été ça le plus grand défi. Et malheureusement, dans ces temps-là, pour les personnes qui s'en rappellent peut-être pas, il n'y avait pas de médias sociaux, on n'avait même pas de fax au début. Alors, je me souviens... C'était pas évident de disséminer l'information. Le nombre de conférences dans les bibliothèques de la ville, de tout ce qui était le cercle des fermières, pour aller juste présenter qu'est-ce que c'était de la rééducation. Puis c'est sûr qu'au début, on parlait plus d'incontinence urinaire parce qu'à ce moment-là, on parlait pas beaucoup d'autres choses. Et même tout ce qui était d'autres professionnels de la santé, comme les psychologues, les travailleurs sociaux, tout ça, ils ne connaissaient pas non plus la rééducation. Enfin, je pense que ça a été ça notre gros défi des premières années. Et vous avez fait une vraiment belle job parce qu'aujourd'hui, on voit vraiment à quel point ça a changé. Je l'ai vu en dedans de 10 ans à quel point, puis vous pouvez l'avoir vu différemment aussi, là, mais moi, j'ai vu une évolution. Donc, vous avez travaillé vraiment fort. Merci beaucoup. Oui. Puis j'aimerais ajouter que, on a encore des défis, puis c'est pas tout le monde qui connaît la rééducation périnale encore aujourd'hui, mais moi, je me rappelle, mais j'ai fait un plan un peu de marketing quand je me suis lancée en tant que travailleur autonome. J'ai fait faire des cartes, des pamphlets, j'en ai pas distribué un. J'ai commencé, puis ça se remplissait. Fait que ça, c'est une preuve quand même de tout ce qui a été fait avant, tu sais. Oui. Le fait que, puis je me rappelle mon site Internet, j'avais fait quelque chose de vraiment basic en me disant, je vais vraiment faire quelque chose de bien. Ça m'a pris plusieurs années avant de venir comme le refaire parce qu'en fait, je manquais de temps pour faire, tu sais, la porte d'entrée. Les gens venaient nous voir quand même, tu sais. Fait que en tout cas, c'est la preuve du travail vraiment qui a été fait avant nous, là. Fait que merci. Tu vois, moi, je trouve que ça m'a pris, pour être à temps plein, ça a pris presque 10 ans, incluant le temps que j'étais à la maîtrise, là. Donc, ça a pris une dizaine d'années pour être à temps plein.
Et j'ai travaillé en même temps à une clinique Concorde à Claudia, puis j'avais mon bureau. Et c'était difficile de remplir les bureaux au début. C'était et juste aller dans les congrès d'urologues parce qu'on pensait que ce serait vraiment les urologues qui seraient les référents. Et là, on arrivait dans un meeting avec tous ces hommes et que là, on était là avec nos cartes et puis bonjour docteur, je fais de la rééducation périnéale. C'était pas évident, c'était intimidant et on se faisait répondre ou bien à quelque part, avez-vous des preuves? Alors ça m'a un peu titillé pour dire, ben je vais retourner à l'école et je vais aller vous en chercher des preuves si vous voulez des preuves. Donc c'était difficile parce que quand on est dans les premières, tout est à faire, puis il n'y a pas de direction, il n'y a pas une façon d'aller chercher. On s'éparpillait un peu partout je me rappelle du premier salon de la femme, je pense que vous y étiez toutes, où est-ce on était avec nos appareils et puis qu'on avait fait Marc Alger qui nous avait aidés, puis on avait mis des marguerites. On était à côté d'un stand qui était un sex shop. On était là, mon Dieu! Et puis, ça avait été particulièrement pas évident, d'essayer de parler de ça. Il y a des gens qui passaient devant le kiosque et puis l'éducation périnéale, c'était pas évident de faire connaître. Vraiment, il a fallu persévérer et croire en notre affaire, vraiment. Et si je peux enchaîner sur ça, moi, je pense qu'un des plus grands défis, c'est qu'est-ce qu'on appelle le paternalisme dans le système de santé. Et quand je parle de paternalisme, c'est pas juste envers hommes et femmes. C'est sûr qu'on allait dans les conférences, puis si on présentait devant une salle pleine de monsieur en habit. Alors ça a changé beaucoup. Alors cette paternalité a changé, mais aussi il y a la paternalité entre médecin, physiothérapeute ou médecin et pas médecin. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on voit qui change beaucoup. Mais pour moi, ça, c'était vraiment une très grande défi. Ça l'est encore, mais beaucoup moins qu'avant. Chantal? Oui, si je peux ajouter, je suis d'accord avec tout le monde. Je pense que la difficulté du début, c'est l'inertie, là, comme on a dit. Là, il fallait démarrer tout ça, fait que c'était pas facile. Il y avait effectivement les médecins. Moi, je me rappelle d'un commentaire qu'on m'avait dit, c'est ben moi j'y crois, puis d'autres disaient j'y crois pas. Puis là je me disais c'est pas une religion là, tu sais, c'est un traitement, il y a des évidences là, c'est pas fait que il fallait vraiment démontrer la réadaptation du plancher pelvien puis comment ça fonctionnait. Fait qu'il y avait les médecins, mais il y avait aussi les physiothérapeutes. Je sais pas si vous vous en rappelez, les filles, Claudia le dit, on n'était pas nécessairement bien vus par les autres physiothérapeutes. C'était comme, c'est wash, comme tu disais, Claudia. Puis moi, je me souviens, quand j'ai terminé de faire ma présentation pour ma maîtrise, c'était le traitement. On avait montré que la physiothérapie était efficace pour traiter l'incontinence en postpartum. Puis ma chef de service, puis je dirais pas son nom là, à Sainte-Justine, elle m'avait pris dans son bureau puis elle m'avait dit, tu sais que faudrait pas que tu penses qu'avec ça on va augmenter le nombre d'heures là. On est un hôpital pour enfants ici là. Fait que même les physiothérapeutes, il y avait une réticence à rendre ça accessible. Puis c'est bien qu'il y avait un accès au niveau du privé. Mais il y avait des gens qui n'avaient pas d'accès à cause de ça. Puis là, avec les années, ben c'est certain là que là, il y en a de plus en plus. Je pense que vous allez en parler tout à l'heure. Puis peut-être parallèlement à ça, en recherche aussi, c'était tabou. En recherche, moi, j'ai entendu des directeurs de recherche me regarder. C'est-tu vraiment de la réadaptation qu'elle fait, là, tu sais? Elle va-tu vraiment faire son doctorat là-dessus, tu sais? Fait qu'il y avait, c'était stigmatisant, là. C'était pas bien vu, c'était pas perçu comme de la vraie réadaptation. Fait qu'il y avait tout à faire. Mais c'est ça, je pense que c'est de démarrer. Mélanie, je te vois sourire. Oui,
Moi, je renchérirais là-dessus parce que je me rappelle, tu sais, à ce moment-là, quand j'ai fait ma maîtrise, moi, toi, tu étais au doctorat, donc je fallait trouver un superviseur pour des études supérieures. Puis, tu sais, les deux, on a été les seules personnes qui ont voulu nous prendre, c'était un ergothérapeute. D'ailleurs, on l'en remercie aujourd'hui. Il a pris sa retraite la semaine passée. Daniel Bourbonnais, oui, c'est le seul qui a voulu comme nous dire oui, OK, je vais faire ça doit se mesurer le plancher pelvien, on va faire un dynamomètre, puis comme ça, je vais retrouver quelque chose que je connais là-dedans. On s'est greffé avec des médecins, mais à ce moment-là, des gens qui avaient des études supérieures, des chercheurs en rééducation périnéale, il n'y en avait pas vraiment, peut-être à l'extérieur, là, à l'international, mais au Canada, ça n'existait pas. Puis on s'est fait toutes les deux dire ça va-tu dans réadaptation? Peut-être, c'est-tu vraiment de la vraie physio, ça? Donc, on nous incluait dans les regroupements de recherche en réadaptation, mais comme un peu en se disant, c'est une mode, ça va passer, là, on va les laisser venir dans nos groupes, là, mais ça n'a pas passé. Donc, il y a eu une croissance, ça a été le contraire. Fait que je suis bien contente de ça. Merci d'avoir persévéré. Oui, puis la physio, tu sais, moi j'ai souvent entendu, tu sais, la physio, c'est juste des Kegel ou des Kegel, dans le sens que c'est tellement plus que ça. Vous avez dû l'entendre souvent, celle-là aussi. J'ai envie d'ajouter, parce que j'ai envie de rebondir un peu sur le point que Claudia faisait tantôt. C'est quoi le mot que tu as utilisé, Claudia, tantôt, là, par rapport à la relation, là, des fois médecin, non médecin? Le paternalisme, le paternalisme. Ouais. Moi, je me rappelle, tu sais, on parlait des débuts puis des défis, surtout autour des débuts, mais ça se passe encore. Puis je me rappelle particulièrement d'un congrès en 2010 à Toronto c'était le International Continence Society, puis c'était un congrès où Marie-Josée et Claudia, je ne sais pas si vous en rappelez, mais dans la salle, à un moment donné, il y avait une discussion, c'était des médecins qui étaient un panel d'intervenants sur qui discutaient, et on avait évoqué la physiothérapie, et un médecin avait dit « Ouais, mais la physiothérapie périnale, on ne connaît pas grand-chose là-dessus. » C'était en 2010, parce que tu avais posé une question, Claudia, puis toutes les physios en salle, là, on était toutes comme, on voulait tellement qu'on parlait de physiothérapie, puis tu avais parlé, mais avez-vous pensé à la physiothérapie? Puis le médecin avait répondu ça. Mais c'est il y a 12 ans, là, on en connaît, puis on en avait déjà beaucoup d'études quand même à ce moment-là, surtout pour l'incontinence urinaire. Donc, c'est ça. Fait qu'on peut encore avoir ce genre de réponse-là, même aujourd'hui. Puis j'avais un autre point, mais là, ça me sort de la tête. Mais moi, c'est ce qui m'a amené, en fait, à faire aussi de la recherche. Ma prochaine question porte sur la recherche, mais c'était vraiment que quand j'ai commencé, on avait de la recherche, on avait beaucoup d'études sur l'incontinence urinaire, mais on n'en avait pas tant que ça sur les douleurs à l'époque. Mélanie était justement, moi je ne savais pas, mon projet de maîtrise doctorat finalement ressemblait à son projet de post-doctorat. On ne savait pas, on était en train de faire des projets qui étaient similaires, mais il n'y avait pas beaucoup de recherche encore sur l'impact en fait de la physiothérapie pour les douleurs pelvipérinéales. Alors, justement, ma prochaine question est sur la recherche. Puis, on sait que ça a vraiment grandement évolué là, au cours des dernières années. Moi, je pense dans les 2 dernières décennies, si on regardait en fait le graphique de ce qui s'est produit là, au niveau de la recherche dans le domaine de la rééducation périnéale, je pense qu'on peut même faire ça là, sur Internet. On verrait que ça a vraiment grandement avancé. Et puis, à votre avis, ça a été quoi les plus grandes avancées, dans le fond, dans le champ de pratique? Puis ensuite, je vous poserai une deuxième question. Vous pouvez répondre à une ou à l'autre. Et ça devrait être quoi, en fait, nos prochains objectifs, nos prochains efforts pour la recherche? Donc, vous pouvez choisir de répondre aux 2 ou à une des 2 questions. Je pourrais peut-être commencer pour cette question-là. Je pense que tout le monde le disait, l'incontinence urinaire, c'était vraiment ça au départ qu'on traitait. C'était ça déjà qui avait le plus d'évidence. Puis je pense qu'avec les années, ça a augmenté encore plus. Là, on sait que pour l'incontinence urinaire, dans la dernière revue Cochrane qu'on a fait, il y a plus que 31 études, là, des bons essais cliniques randomisés qui supportent le traitement de l'incontinence chez la femme.
Après ça, je pense qu'il y a eu les prolapsus. Là, il y a vraiment beaucoup d'études sur les prolapsus, sur l'efficacité de la réadaptation pour des prolapsus légers modérés. Beaucoup d'avancées avec les travaux de Mélanie aussi et Stéphanie sur les douleurs vulvaires. Puis, je dirais que aussi au niveau des dysfonctions post-cancer, là, on voit Marie-Pierre Cyr qui travaille là-dessus. Il y a eu Stéphanie Bernard aussi. Donc, il y a des avancées à ce niveau-là. Moi, dans les dernières années, j'ai eu une étudiante, Joanie Mercier, qui a travaillé sur le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Son article est même cité dans les guidelines des obstétriciens gynécologues du Canada. Tu sais, fait qu'on voit qu'on commence à rentrer dans ces guidelines-là. Puis là, donc, il y a beaucoup eu d'avancées au niveau de la diversité des interventions, diversité des clientèles surtout, je dirais. Mais je ne vais pas prendre tout le temps. Il y en a encore beaucoup à faire. Hein? On n'a pas fait le tour encore, là. Puis il y a des conditions comme l'incontinence anale, entre autres, que malheureusement, c'est pas assez étudié. Puis il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui souffrent de cette problématique-là. Fait que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, là. Je vais laisser la parole aux autres. Moi, je peux peut-être continuer, là. Ce que moi, j'ai vu, c'est aussi qu'en plus de ce que Chantal a dit sur les douleurs, je pense qu'on est aussi dans des clientèles spécialisées, là. Je vois de l'intérêt qui se crée en maladies neuromusculaires. Tu sais, un chac en physiothérapie, c'est soit qu'on est en neuro ou soit qu'on est en rééducation périnéale. Puis on dirait que ces champs-là se marient pas. C'est comme deux tracks qui se croisent pas. Nous, on commence à faire des collaborations. On a Isabelle Fizette là, qui fait sa maîtrise, qui est dans ce domaine-là. Donc, la sexualité, je pense que la place de la physiothérapie en sexualité aussi, en dysfonction sexuelle, il y a eu beaucoup d'avancées dans ce domaine-là, dans les clientèles particulières comme maladies neuro, mais aussi post-cancer, santé sexuelle, vaginisme. Donc, ça l'a vraiment agrandi ça l'a débordé de l'incontinence que la majorité des études des années 90 portaient sur l'incontinence urinaire. Et c'est correct là, parce qu'on a pu montrer là, l'efficacité dans cette population spécifique. Moi, ce que je m'attends à voir dans les prochaines années, c'est des études sur la douleur encore, parce qu'on a beaucoup abordé la vestibulodynie provoquée. Tu sais, on dirait que c'est la douleur la plus fréquente, mais malgré ça, on la comprend pas tout à fait encore. On voit d'autres mécanismes pathophysiologiques, les fascias. Puis là, on a accès à plein de nouveaux outils d'évaluation, shear wave, des techniques d'échographie plus avancées, qui va peut-être nous donner des indices supplémentaires. Puis après ça, qu'est-ce qu'on pense qu'on fait? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on fait au niveau de ces structures-là? Donc, différentes modalités. Puis, au niveau de la vestibulodynie, celles qui répondent pas, parce qu'il y en a qui répondent pas à nos techniques traditionnelles. Est-ce qu'on pourrait aller avec du dry needling, du laser? Il y a plein d'autres de modalités qui sont en émergence, que je pense qu'il va pouvoir être évalué puis voir le jour dans les prochaines années, là. Moi, c'est ça que je m'attends à voir là, dans cette population-là et toutes les autres populations de douleur. Endométriose, on en connaît peu encore, puis en physio, on peut faire des choses. Je vais m'arrêter là parce que sinon, moi aussi, je vais tout... je vais en laisser aux autres. Moi, qu'est-ce que j'aimerais voir, ce sera plus de recherche, parce qu'on a beaucoup de recherches dans le prénatal et le postnatal. J'aimerais voir plus de recherche, le physiothérapeute sur place dans la salle d'accouchement. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Brésil et j'ai travaillé avec des physiothérapeutes au Brésil et ils m'ont montré, on a monté à l'hôpital dans le département d'obstétrique, puis tout le monde le connaissait par le surnom parce que les physiothérapeutes au Brésil sont là sur place avec la patiente pendant qu'elle accouche. Et il y a même un projet pilote qui a montré que le temps de travail peut être raccourci si la personne est accompagnée par une physiothérapeute pendant le travail. Alors, c'est ça que moi, j'aimerais beaucoup voir. Et j'aimerais aussi voir beaucoup
plus sur l'aspect psychosocial, tu sais, toute la science de la douleur. J'aimerais plus voir la science de la douleur et la chronic pelvic pain, mais aussi les vestibulodynies puis les vulvodynies, mais voir ça vraiment avec l'approche comme on voit avec tous nos cas en orthopédie, avec la science de la douleur. Peut-être je sais que j'ai déjà parlé, mais j'ai comme trop d'idées de recherche. Je pense qu'il faut pas oublier la pratique avancée en RPP. Parce que de plus en plus, là, puis nous, on a commencé un projet de recherche là-dessus, mais le physiothérapeute qui ferait du triage, les médecins spécialistes là, qui ont des cliniques puis qui me disent « Chantal, ça n'a pas de bon sens. 70% des femmes que je vois dans ma clinique, on leur a même pas proposé la rééducation périnéale avant. Donc, s'il y avait une espèce de triage où le physiothérapeute pourrait voir ces patients-là, pourrait choisir la meilleure intervention, ou l'envoyer vers le médecin spécialiste, ben ça ferait avancer les choses là. Les gens n'attendraient pas aussi longtemps avant d'être traités, puis ça serait beaucoup plus efficace pour tout le monde. Fait que je pense qu'il faut avancer notre pratique, puis il faut aller vers des approches comme ça là, dans les prochaines années. Fait que ça, c'est une autre petite chose à faire. En fait, Chantal, je vais continuer sur ce que tu disais. J'étais pour dire que je pense que ce qui serait intéressant de commencer à étudier, c'est justement on fait du pré-op et du post-op en prostatectomie, mais j'aimerais commencer à avoir du pré-op pour les chirurgies plus féminines, genre hystérectomie, d'avoir les prolapsus. On fait pas, il n'y a pas de suivi pré-op. On n'enseigne pas. Oui, il y a des personnes qu'on ne peut pas les aider avec leur prolapsus en rééducation. Il faut qu'ils aillent à la chirurgie. Mais on a un besoin de les éduquer, de leur donner les bonnes stratégies pour justement que ça ne soit pas une récurrence de leur prolapsus après. Et je crois que ça devrait... moi, je fais pas de recherche, là, mais je vous suggère des choses. Alors, je pense que ce serait quelque chose là, d'avoir, comme on fait en prostatectomie, d'avoir le pré-op pour leur donner l'éducation et peut-être un post-op aussi après. Moi, je pense que ce serait très important. Oui. Et bon, peut-être avec tout ce que vous avez dit, alors je seconde, mais aussi, ce serait intéressant de pouvoir, les physios en rééducation périnéale, pouvoir analyser si on se joint au cours de sexualité à un âge plus jeune chez nos adolescents, adolescentes. Est-ce qu'il y aura un impact sur justement quand est-ce que les gens vont apprendre à prendre soin de leur corps et peut-être de ne pas endurer de la douleur pendant leurs premières années au niveau du début de sexualité, de savoir que oui, il y a des choses à faire en grossesse ou avant la grossesse. Donc, comment on pourrait profiter de l'école et peut-être dans les cours de sexualité, peut-être qu'on aura un rôle et comment aller mesurer pour pouvoir, après ça, pouvoir le proposer en éducation. Ce serait intéressant de pouvoir faire un suivi long terme et de voir, il faut un gros budget, on pourrait voir les gens à 15 ans, les revoir à 60 ans pour voir dans leur vie de femme comment, entre autres, les hommes aussi, mais comment ça a évolué, puis est-ce que le fait qu'ils ont appris mieux sur leur corps, est-ce que ça pourrait avoir un impact? Qui va avoir un impact au niveau des coûts de santé, au niveau de la qualité de vie, etc. Donc, ça pourrait être intéressant. Ça me fatigue là, de rentrer avec la sexualité. Je pense qu'on aurait une bonne place pour rentrer à ce moment-là, mais il faut commencer à quelque part. Alors, peut-être qu'on a besoin de projets pilotes, de projets de recherche pour pouvoir voir si ça fait une différence. Tu sais, Louise, que ça existe, hein? Ce que tu dis. Oui. Le NHS, si vous regardez, moi, ça a passé sur mon Facebook feed aujourd'hui, là, je ne sais pas pourquoi. Ça vient de la BBC, c'est un article de la BBC chez les jeunes filles de 7 à 12 ans. Et ils ont un programme de prévention dans lequel ils vont faire de l'éducation sur le plancher pelvien. Tu vois, il y a quelqu'un qui t'a écouté déjà. Yes.
Oui, il y a des belles choses qui se passent, dans le fond, au Royaume-Uni, là, en termes d'éducation, là, chez les jeunes personnes, là, sur la santé pelvienne. Là. C'est vrai, moi aussi, j'avais vu ça passer. Puis je pense que c'était pas la première fois que je voyais quelque chose de ce genre-là sortir, en fait, du Royaume-Uni. Tu veux dire, Marie-Christine? Et moi, je me dis aussi, si on se permet en tant que société d'éduquer une population jeune, mais plus tard aussi potentiellement, si ces gens-là ont des enfants ou des personnes de leur famille, ben ça va aussi se transmettre à une plus grande échelle. Donc, tu sais, au niveau des coûts, à long terme, c'est vraiment intéressant et pertinent, je pense. Ben, très bonne idée. Oui, je trouve la conversation super intéressante, puis c'est tellement génial parce que comment on a fait nos questions, c'est Marie-Christine qui va poser la prochaine, mais c'est comme ça suit super bien parce que ça vient vraiment toucher, en fait, on est en train de parler de ce qu'il nous faut en recherche, mais on est en train de parler aussi de l'accessibilité, puis de où, puis quel rôle on devrait avoir, puis où on devrait l'avoir, puis autant que le défi au début était peut-être plus de juste pouvoir parler de c'est quoi la rééducation périnéale, puis avoir en fait c'est ça, d'avoir des gens en fait qui allaient référer vers la rééducation périnéale. Je pense que maintenant, un des grands défis, c'est aussi c'est l'accessibilité, en tout cas, à mon avis. Puis là, la question va venir, alors je vais laisser Marie-Christine la poser. Donc, nous savons que malgré le progrès, l'accessibilité aux soins et services en rééducation périnéale est encore un enjeu important. Comme on le disait, l'offre est limitée dans les régions, accès difficile pour celles et ceux avec des moyens financiers un peu moins élevés, des ressources et des services limités dans les secteurs du public. Avez-vous des suggestions justement pour rendre les services plus accessibles au Québec? Je pense que Chantal mentionnait déjà la pratique avancée, mais est-ce qu'il y a autre chose qui vous venait en tête par rapport à ça? Il y a une de mes étudiantes, Mélanie Lebert, qui a fait un sondage auprès de probablement une grande partie de vous autres, puis et plus. Puis effectivement, c'est publié là dans le journal de physiothérapie canadien. Puis effectivement, il y a de plus en plus de physiothérapeutes. Faut pas dire qu'il y en a pas, là, parce que nous, dans notre programme, là, dans les 3 cohortes du micro-programme cette année, on avait 87 physiothérapeutes qui étaient en RPP. Puis, il y a des cours aussi à l'extérieur, là, c'est certain. Mais ce qu'elle voyait, c'est qu'effectivement, il y a des services plutôt dans les villes que dans les campagnes. Il y a des services aussi beaucoup plus en privé qu'en public. Donc, ça crée une inégalité au niveau de l'accès, au niveau des sous là, qu'on doit payer. Puis ça fait en sorte que souvent, les gens n'ont pas nécessairement les sous pour tout payer leur intervention. Actuellement, moi, je pense qu'il y a 2 choses qui pourraient peut-être être aidantes à ce niveau-là. Présentement, à cause des problèmes qu'il y a eu, vous êtes au courant des problèmes qu'il y a eu autour des bandelettes. Le ministère de la Santé a créé des centres d'expertise ou des centres d'expertise secondaires dans les différentes régions où les femmes pouvaient être évaluées, les femmes qui avaient des douleurs post-chirurgie, mais éventuellement, il va y avoir également un volet prévention et traitement. Et dans ces centres d'expertise-là, il y a des physiothérapeutes qui ont été engagés. Il y a des centres d'expertise tertiaires où les bandelettes sont resséquées, peuvent être resséquées. Puis là, il y a des il y a des mesh boards qui appellent, donc il y a des gros comités multidisciplinaires. Puis là aussi, il y a des physiothérapeutes qui sont engagés à temps plein et temps partiel, centres tertiaires et secondaires. Fait que je pense que ça, c'est des belles avancées. L'INES, il y a Claudia, il y a Mélanie et moi, je pense. Je ne suis pas sûre s'il y en a d'autres d'entre vous qui participent. Il y a l'INES actuellement qui sont en train d'évaluer est-ce qu'il y a suffisamment d'évidence au niveau de la rééducation périnéale pour que ça soit plus accessible aux femmes, aux hommes. Je pense que là, ils sont plus en train de viser les femmes, mais éventuellement aussi les hommes. Ils regardent l'incontinence, ils regardent les douleurs vulvaires, ils regardent différentes problématiques. Fait que je pense que tout ça va faire en sorte que ça va faire avancer là, l'accessibilité. Donc, il y a déjà ça que je connais, là.
Et moi aussi, je sens là, avec le groupe de l'INES là, une volonté gouvernementale à ce moment-ci, là, avec des fois le malheur des uns fait le bonheur des autres, là, dans le sens que les bandelettes, je pense que ça l'a affecté plusieurs femmes, mais ça a eu quand même comme répercussion positive de pousser la machine gouvernementale à s'intéresser aux traitements conservateurs, dont la physiothérapie. Donc, je pense que des fois, il faut profiter de ces momentum-là, puis on a tout un rôle à jouer. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est par la formation, par le microprogramme des universités, l'Université de Sherbrooke, les cours qui sont donnés à Eurosanté ou par certaines d'entre vous. Donc, je pense que plus que de physiothérapeutes bien formés, ces physiothérapeutes-là vont percoler dans les centres, dans la communauté, puis vont faire pression pour pouvoir offrir ces services-là aussi dans les milieux publics. Donc, tout ça va faire, c'est comme un engrenage que je vois, moi, pour augmenter l'accès à la physiothérapie avec nos traitements qu'on démontre efficaces. Là. Donc, des fois, ça prend pas juste de l'efficacité, mais ça prend une volonté politique et de la population. Et j'ai l'impression qu'on est là-dedans. Oui, et nous voyons ça beaucoup dans les cours Eurosanté. Il y a de plus en plus de monde, de pourcentage de personnes qui viennent du public. Donc, on parle, il y a des grands programmes, oui, le programme avec le MESH et le programme dans lequel qui est étudié avec l'INES. Alors, ça, c'est vraiment macro, mais je trouve que micro aussi, ça se passe aussi comme, juste exemple, à Gaspé, l'année passée, nous avons entraîné 4 personnes à Gaspé qui ont été, et ça a été défrayé par le CIUS de Gaspé. Alors, dans tous les coins de Gaspé, les 4 hôpitaux majeurs, il y a quelqu'un qui a suivi le cours de rééducation périnéale 1, puis là, cette semaine ou dans 2 semaines, je retourne à Gaspé pour faire le deuxième cours. C'est défrayé par le gouvernement. Puis tout ça, ça a commencé parce qu'il y avait une physio qui était en privé, qui prenait sa retraite. Et elle faisait peut-être quelques heures dans l'hôpital de Gaspé. Puis en prenant sa retraite, elle dit, bon, il n'y a personne pour me remplacer, qu'est-ce que je fais? Puis elle est allée voir son boss, puis son boss est allé voir le CIUS et tout ça, puis le budget a été débloqué. Donc on le voit, micro aussi, que ça se passe. Puis dans nos cours, on voit de plus en plus de monde qui sont là de la secteur public. Puis je pense aussi en secteur public, l'approche peut être aussi différente. C'est que on peut faire des approches plus au niveau de l'éducation, il y a des approches plus au niveau de comme des traitements de groupe, comme Chantal, tu viens de faire une étude là-dessus aussi. Alors il y a plein de choses qui peuvent être faites aussi qui c'est différent que la physiothérapeute une sur une avec les patients. Je pense que la prochaine chose aussi au niveau privé qui va peut-être falloir essayer de faire, je ne sais pas par qui, comment, mais c'est de se mobiliser pour les assurances. On a des personnes qui ont des assurances, mais les assurances ne paient que pour un traitement de physiothérapie régulier qui est de 20-30 minutes. Alors, ça, c'est quelque chose qu'à un moment donné, il va falloir comme ils sont en train de le faire pour les kinésiologues. Alors, ils ont une lettre que si leur compagnie d'assurance ne couvre pas, ben on peut les envoyer, puis au moins les compagnies d'assurance commencent à le savoir. Mais je pense que si souvent, quand les personnes ou qu'on le fasse d'emblée, peut-être, je ne sais pas, faudrait peut-être se faire un comité ou quelque chose pour qu'on envoie une lettre à l'assurance comme quoi, mais ça, c'est un traitement spécialisé, un traitement de 1 heure, un traitement que ça soit 50 minutes, 1 heure, mais que ça soit remboursé au coût de ce que ça vaut et non à un coût de 30 minutes, de 20 minutes. Fait que je pense que ça, du côté privé, il va falloir qu'à un moment donné, il y ait une mobilisation pour aller solliciter les assureurs. J'ajouterais, Marie-Josée, tu as vraiment raison, puis c'est vraiment une excellente idée parce que c'est au niveau des assurances privées, mais c'est aussi au niveau de la CNESST et au niveau de l'IVAC. Combien de fois il y a eu des demandes d'IVAC, donc indemnisation pour les victimes d'actes criminels, entre autres pour des femmes qui avaient eu une agression sexuelle et qui venaient vers la rééducation périnale parce qu'elles avaient été référées par leur psychologue, leur sexologue, et c'est fabuleux qu'on les réfère vers nous, mais j'ai passé tellement d'heures à essayer de
communiquer avec les personnes qui étaient en charge des dossiers pour essayer de faire valoir que la rééducation périnéale, on ne pouvait pas traiter avec le nombre de minutes qui étaient allouées et le paiement qui était alloué pour ce traitement-là. Et en fait, j'ai jamais gagné. Donc, je sais qu'il y a certains physios qui ont été capables, mais moi, dans les dossiers où j'ai vraiment essayé fort, puis j'ai essayé des trucs qu'on m'avait donnés, j'ai pas été capable. Puis je suis quand même têtue. Fait que donc je pense que c'est vraiment, on aurait à se mobiliser, oui, effectivement, au privé, mais pour toutes ces agences, en fait, toutes ces agences, en fait, assurantes, là, on va dire. Alors, je vais laisser Marie-Christine terminer puisque je pense qu'on arrive à la fin. Là, on est à 8 minutes de 8 heures. Donc, je vais laisser Marie-Christine poser sa dernière question. Merci vraiment. Oui, merci. Puis, je vous écoute parler. Puis, honnêtement, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais vous me donnez vraiment envie de passer au doctorat. Sincèrement, il y a tellement de beaux projets. Je suis comme, oh oui, ça m'inspire beaucoup. Vous avez été témoin de l'évolution de la rééducation périnéale à travers les années. Avez-vous des messages, des espoirs pour les années à venir, des messages soit pour les physios, pour la population, quelque chose que vous souhaitez profondément? Ben, moi, je pourrais peut-être commencer. Moi, j'aimerais féliciter les physiothérapeutes qui travaillent en rééducation périnéale parce que qu'est-ce que moi, je vois, puis je suis très fière, c'est que les physios québécoises sont bien formés et aussi ils sont très critiques dans le sens que ailleurs dans le monde, des fois, j'ai l'impression que ils vont à un cours et là, ils changent toute leur pratique en jetant le bébé avec l'eau du bain en se disant voici, j'ai entendu le nouveau gourou et maintenant, je me lance dans une nouvelle technique et ils ne prennent pas en compte les évidences dans leur pratique. Puis moi, je ne le vois pas ou presque pas ici, dans le sens que je trouve que les physios sont critiques, ils comprennent bien les évidences, ils vont, oui, aller chercher des cours pour aller complémenter, mais ils vont l'appliquer d'une façon critique, de façon à garder l'efficacité, puis en complémentant leurs approches, mais je trouve que c'est vraiment important. Puis ça, je le vois ici au Québec, puis je trouve que c'est comme ça qu'à l'avenir, on va continuer de garder notre crédibilité auprès des autres professionnels en gardant nos approches evidence-based. Je pense que c'est vraiment important. Puis je trouve qu'on est vraiment bien parti. Fait que moi, ça serait mon mot de la fin. Merci. Je pense que pour continuer sur ce que tu dis, Mélanie, je suggérerais aux physios de bien s'entourer. Je pense que le partage est très important, surtout dans un type de champ de pratique comme celui-là où on est souvent tout seul, de partager avec des collègues, de partager, de faire du mentorat, d'avoir justement des échanges. C'est ce que je suggérerais et que je souhaiterais, en fait, pour que justement on continue à développer, qu'on s'échange, qu'on puisse parler de choses et c'est comme ça que ça donne des idées aux chercheurs aussi, d'être capable de développer certains types de pratiques. Alors, c'est ce que j'aurais à suggérer aux physios pour poursuivre le travail qu'on a fait. Qu'on s'élève ensemble, en fait, qu'on aille tous, qu'on se nivelle vers le haut, toutes et tous ensemble. Oui, puis je pense dans notre temps, on avait le groupe d'intérêt en rééducation périnéale une fois aux 8 semaines à peu près, puis on était 10, puis on se posait des questions, puis ça finissait dans le parking, puis on se parlait 2 ans dans le parking parce qu'il n'y avait pas rien de virtuel. Et là, avec les médias sociaux, avec les groupes que vous avez et tout ça, il y a beaucoup de questions, puis je pense il n'y a pas de questions niaiseuses, et puis il faut commencer quelque part, et puis il faut oser. Je trouve ça beau de voir que les gens osent poser des questions, même si pour certaines, ça va avoir l'air évident. Je pense qu'il y a des beaux échanges qu'on entend dans les cours, dans les médias sociaux et tout ça, puis je pense qu'il faut continuer. Moi, étant donné que j'avais fait quand j'ai eu mon 50 ans, que j'avais fait le congrès avec l'Ordre, et qu'on avait ramassé un groupe et ça avait été super plaisant. Et de voir, de toutes nous voir ensemble, je pense que ce serait le fun de pouvoir se voir aussi live dans des petits congrès, mais du Québec.
Il y en a pour qui l'anglais est difficile et je pense que si on peut faire d'autres événements comme ça sur différents sujets, peut-être qu'on peut faire un sondage à savoir est-ce que ça intéresserait les gens pour qu'il y ait des échanges, un peu des tables rondes, un peu comme au ICS, mais le round table, mais de faire quelque chose de local plus souvent. De le faire pour nous autres et pour les plus jeunes qui commencent. Et je pense que, tu sais, au lieu de dire, quand les jeunes physio commencent, de faire tous les cours dans la première année, non, pratiquez, allez chercher de l'expérience et allez-y doucement, questionnez, faites-vous aider, payez-vous du mentorat. Et si on avait ces événements-là qui arrivent 3 fois par année, il me semble que ça pourrait être sympathique. Alors, j'en ai organisé un. Alors, vous autres, maintenant, allez, c'est à votre tour. J'aimerais ça. Moi, juste une petite anecdote très vite, c'est que quand on a commencé avec Benoît Gartin et Luc Valiquette, on avait fait 2 cohortes et ça a été présenté en 1990 au Quebec Urology Association et ça a été présenté par Dr. Gartin. Et moi, j'étais dans la foule, j'écoutais, et une foule de monsieur encore. Et il y en a une qui a dit, mais Benoît, c'est terrible, qu'est-ce que vous faites là? Vous allez donner le traitement de l'incontinence urinaire à une physiothérapeute. Ça va être rendu comme en France, où est-ce qu'il y a des kinés sur tous les coins de rue qui traitent l'incontinence urinaire. Ça va être comme ça. Lui, il avait comme vraiment peur que ça arrive. Mais qu'est-ce qui arrive vraiment? C'est ça qu'on voit maintenant. Et on a des cliniques de physiothérapie partout qui en fait et qui traitent de l'incontinence. Donc, moi, mon désir, c'est que ces traitements, tu sais, on fait nos preuves vraiment dans les petites cliniques de chaque coin de rue où est-ce que, tu sais, on a les traitements de qualité, les filles qui suivent la formation continue, qui suivent l'évidence et qui travaillent toujours dans le souci de leurs patients. Moi, je pense que c'est ça qui est important, qu'on garde cette réputation sur tous les coins de rue qu'on a. Je pense que Chantal, avais-tu quelque chose à ajouter? Oui, ben, je pense que mes collègues ont pas mal fait le tour de ce qu'il y avait à dire, mais j'aimerais ça, si vous pouvez vous rappeler du chemin parcouru. Tu sais, nous, on était là au début. Je pense que tout ce chemin-là, puis le privilège qu'on a aujourd'hui de pouvoir avoir aidé là, toute cette clientèle-là avec des dysfonctions pelviennes, d'avoir des listes d'attente, d'avoir plein de gens qui viennent nous voir, c'est bien. On a parcouru beaucoup de chemin, mais il faut faire attention. Le danger du confort, puis je pense que tout le monde le dit, c'est important de rester connecté avec les autres, de rester curieuse, de se parler, hein, parce que là, oups, on se retrouve avec une grosse clientèle, mais il faut pas travailler toute seule en silo, mais bien avoir un groupe, rester curieuse, rester formée, s'impliquer, impliquez-vous dans l'enseignement, impliquez-vous dans la recherche. Nos laboratoires sont ouverts là, s'il y en a qui sont intéressés. Puis surtout, on a besoin qu'on refasse ça dans quelques années puis qu'on soit peut-être à la retraite, certaines d'entre nous, mais qu'il y en ait d'autres qui soient à notre place pour faire avancer la profession encore plus. Fait que ça, je pense que ça serait mon désir le plus grand. C'est des super mots de la fin. Puis moi, je veux ajouter qu'on a parlé d'échanges, on a parlé de ne pas travailler en silo, on a parlé de pouvoir s'élever ensemble et tout. Puis moi, je veux remercier ma collègue Marie-Christine parce que c'est Marie-Christine, en fait, qui a créé, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le groupe de communauté de rééducation périnéale sur Facebook, en fait, à travers lequel on a publicisé cet événement ce soir. Mais c'est Marie-Christine qui l'a commencé. Je pense que, puis en tout cas, là, je vais peut-être encore devenir émue un peu, mais vraiment, Marie, merci parce que ça a créé un lien, je pense, qui était inexistant là, avant ça, puis ça fait en sorte que justement, puis il est tellement actif, ce groupe-là. Et puis Marie-Christine, en plus, je veux te remercier de ta présence sur le groupe. C'est souvent la première à répondre aux questions. Elle fait ça sur son propre temps. Puis, donc, merci Marie-Christine, tu es fabuleuse. Non, je m'attendais pas à ça, merci. On est quand même rendu à 500 membres-ish. Puis, tu sais, j'essaie de répondre parce que je trouve ça le fun qu'il
Puis avec toute humilité, dans le sens que j'ai pas toujours les meilleures réponses, puis je fais de mon mieux là-dedans, ça c'est toujours ça. Mais je trouve ça le fun que quand une question est posée, il y a au moins une personne qui prend la peine d'y répondre puis d'y accorder son temps aussi. Donc voilà. Et j'ai aimé le mot privilège qui est sorti, fait que c'est à moi d'avoir le privilège du mot de la fin et de vous remercier de votre énorme générosité dans votre temps, dans vos réponses qui étaient incroyables. Je suis encore sous le choc de tout ce qu'on a eu comme information, contenu. C'était magnifique. Franchement, merci d'avoir accepté de faire cette heure-là avec nous. Puis, merci aussi à toutes les personnes qui ont répondu que l'événement les intéressait. Il y a eu vraiment un bel engouement pour ça. Moi, je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit autant. Je pense que c'est grâce à nos invités qui sont bien reconnus. Vous êtes des femmes d'exception, on l'a nommé, mais vous venez encore de le démontrer. Donc, un gros merci, sincèrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui avait publié ça sur Facebook qui avait dit wow, quel line-up de feu ou quelque chose comme ça. Merci. À 100%. Donc, merci. Peut-être qu'effectivement, on va se retrouver soit en présentiel ou on espère en présentiel. Moi, je pense que la prochaine fois, on est vraiment dû un face-à-face. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Salut. Merci de cette idée. C'était super le fun. Bravo. Bye. Merci.